Bonjour à tous. Quand j'ai découvert ce sujet, je me suis dit que tout le monde devrait connaître cette vérité. Les études scientifiques dont je vais vous parler vont vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez et donc comment conditionner votre vie. Si vous voulez sortir d'une relation amoureuse toxique, toxique tout simplement, si vous vous demandez comment changer votre vie car elle ne vous satisfait pas, si vous cherchez des méthodes, si vous êtes friand des techniques de développement personnel, ou bien si vous êtes simplement curieux et que vous aimez comprendre, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car elle pourrait bien changer votre vie. On parle beaucoup de lapsus freudien ou de complexe d'infériorité, mais beaucoup d'autres découvertes psychologiques restent encore inconnues au public. Et le simple fait de les connaître pourrait libérer la population. Voici quelques exemples de ces recherches qui vous montreront que le pessimisme est en réalité inné et que l'optimisme s'apprend. Vous verrez ici comment l'humain se sert de ces mécanismes pour se piéger ou bien pour s'inspirer. C'est parti. La première expérience dont je veux vous parler est l'expérience de Richter, que vous connaissez peut-être déjà. L'expérience des rats de Richter, 1957, ça date, hein. Et c'est la fameuse expérience où Richter, il prend des rats, il les met dans des tubes que vous voyez ici, et il les laisse se noyer, mais certains, il les enlève juste avant la noyade, et ensuite il les remet, et il se rend compte que les rats qui n'ont pas été sauvés se noient en 15 minutes, mais les rats qui ont été sauvés se noient en 60 heures. Alors, comment comprendre cette expérience? Eh bien, tout simplement, nous fonctionnons de la même façon. C'est-à-dire que si nous savons, si nous avons la conviction profonde qu'une issue existe, alors nous nous battrons pour aller jusqu'au bout. Ainsi, dans une relation amoureuse toxique, eh bien, clairement, vous êtes le petit rat dans l'eau. L'eau, c'est le dénigrement, les rabaissements, la violence physique et psychique que vous endurez. Alors, au début, vous êtes peu souvent dans l'eau, puis la personne toxique vous y plonge de plus en plus longtemps. Mais comme il vous en sort régulièrement avec un peu de bienveillance, des mensonges et des promesses alléchantes, eh bien, vous êtes capable de rester dans cette relation. Ok, voyons maintenant la deuxième expérience. Ensuite, vous avez la grande expérience de Seligman en 67, qui va créer le paradigme de l'impuissance apprise. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Seligman? Il prend des groupes de chiens, vous savez, c'est le conditionnement pavlovien, et il associe un son et une décharge électrique. Vous voyez, le pauvre chien, là, il est sur un sol qui peut lui envoyer une décharge électrique. Un groupe de chiens aura la possibilité de sauter au-dessus de l'obstacle, de l'autre côté de la cage, qui ne sera pas électrifié. Mais vous aurez un groupe de chiens qui va avoir de l'électrification partout. Et ce groupe-là, ça c'était inattendu, Seligman ne s'attendait pas du tout à ce résultat. Quand vous électrifiez toute la cage et que le chien se rend compte qu'il peut absolument rien faire, qu'il va se faire électrocuter où qu'il soit, eh bien il se prostre et quand vous ouvrez la cage, il n'essaye pas de s'enfuir. Il reste dans sa cage, il se dit ça y est, je peux rien faire, impuissance apprise. Même si la cage est ouverte, le chien va rester dans sa cage. Donc au début, l'hypothèse c'était que l'impuissance apprise était conditionnable avec une décharge électrique, vous la rentrez, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une impuissance apprise. Mais en fait, en 2016, on a découvert que c'est pas, on appelle encore ça l'impuissance apprise, mais en fait, c'est pas vraiment appris, c'est le comportement normal. C'est le cerveau reptilien qui crée le comportement d'impuissance, mais c'est le néocortex, la partie la plus évoluée, si vous voulez, du cerveau, frontal, qui va médier la sortie de l'impuissance apprise. Et ça, c'est découvert tout récemment, vous voyez, 2016. Il a fallu attendre, en fait, des travaux en neurosciences pour essayer de comprendre quels circuits sont impliqués dans l'impuissance apprise, pour comprendre qu'en fait, c'est le noyau dorsal du rafet, donc ça fait partie de ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui provoque l'impuissance apprise, alors que l'optimisme appris, lui, il est médié par le cortex préfrontal, ventromédian en l'occurrence, qui lui est du néocortex, c'est la partie la plus évoluée du cerveau. Vous voyez, cette expérience nous démontre pourquoi vous ne sortez pas d'une relation toxique. D'abord, vous avez l'espoir que la situation s'arrange, comme nous montre l'expérience de Richter. Puis, vous vous retrouvez dans la situation de ces chiens, car quoi que vous fassiez, eh bien, votre partenaire ne change pas. Il ou elle vous dénigre toujours et toujours plus. La violence reste, s'intensifie parfois, mais surtout est constante. Vous vous retrouvez donc dans cette cage électrifiée 24 heures sur 24. Et quand on ouvre la porte de cette cage, en quelque sorte, quand on vous dit de partir ou même quand cette personne toxique est absente, vous obéissez toujours. Vous ne sortez pas de cette cage. Cette expérience n'est pourtant pas récente et c'est une découverte majeure dans l'histoire de la psychologie, au-delà de l'expérience du conditionnement à la Pavlov, finalement. Et dans celle-ci,
On s'attendrait à ce que le chien sorte de la cage, mais non, il internalise la cage. Le piège est dans sa tête, le piège est en nous. C'est un mécanisme psychologique présent chez tout le monde et qui en fait est normal. Le cerveau dit reptilien est une structure du cerveau qui est ancienne et qui est là pour décider rapidement si un effort vaut la peine ou pas. Et l'impuissance apprise vient de là. C'est une forme de protection instinctive, un système de survie finalement. Je ne ferai pas l'effort, puisque ça n'en vaut pas la peine, pour garder l'énergie nécessaire à la survie, à la vie. Le cerveau décide que cet effort n'en vaut pas la peine. Même s'il peut se tromper, il doit décider quand même. C'est ce qui se passe quand un ou une manipulatrice vous met sous emprise. Ces techniques réveillent une partie très ancienne de votre cerveau, reptilien. Ce n'est pas la peine de faire l'effort d'en sortir. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas physiquement le faire, c'est votre cerveau qui vous dit que c'est inutile pour votre survie. Cette expérience nous montre aussi qu'on peut s'en sortir, car on peut guérir de l'impuissance innée grâce à l'optimisme appris. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, on a l'expérience des macaques de Harlow, 58, très intéressante aussi. Bon, ils sont tout mimi. On les prive de leur maman. On se rend compte immédiatement qu'ils ont des problèmes quand on les prive de leur maman. Automutilation, dépression, prostration. Et quand on leur donne une maman de substitution, à l'époque, vous aviez des paradigmes psychologiques encore vieux jeu qui pensaient que la relation maternelle chez l'animal, c'était essentiellement la nourriture. Et donc, Arlo a fait 2 mamans. Il a fait une maman en fil de fer, qui a juste du lait et une qui est plus confortable avec des serviettes et cetera, plus rassurante et il s'est rendu compte que même la maman qui avait du lait, le singe allait téter sur cette fausse maman, mais revenait ensuite sur celle qui pouvait le réconforter. Il découvre bien que l'isolement mène certains bébés, enfin la plupart des bébés macaques à la prostration, voire au suicide en fait par refus de s'alimenter. Quand on met une mère artificielle, le bébé macaque se sent empowered, empouvoiré, disent les Québécois. Il réagira mieux au stress. Si on met un jouet qui couine, qui lui fait peur dans sa cage, il va le confronter parce il se sent empouvoiré. Donc il a le pouvoir de sa maman à côté de lui, il a plus confiance en lui. Il va confronter le jouet qui couine et il va se battre même contre lui. Mais ça, c'est seulement s'il a sa maman, sa fausse maman, à côté. Et d'une façon générale, les macaques qui ont eu la fausse maman, par rapport à ceux qui n'en ont pas eu du tout, vont mieux réagir au stress, aux agressions, et vont être plus optimistes dans les tâches de résolution de problèmes. Dans cette expérience de Harlow, ici, on comprend pourquoi une personne manipulatrice va tout faire pour vous isoler. Elle le fera car elle se sent faible, diminuée par rapport aux autres, elle a très peu confiance en elle. Et ça lui sert bien que vous soyez seul, parce que ça vous enlève du courage, en fait, ça vous enlève le courage de vous battre. Encore une fois, ce n'est pas que vous n'avez pas de force, vous êtes même une personne très forte pour réussir à tenir bon. Simplement, physiologiquement, psychologiquement, vous n'avez pas le courage, la confiance pour vous débattre, vous défendre, tenter de sortir de cette situation, comme le montre cette étude. Surtout quand on est seul, isolé et sans support. On touche ici alors une première clé pour vous sortir de cet enfer, finalement l'amour, tout simplement. Et nous y reviendrons. On a pu prouver la puissance de l'amour. Et d'ailleurs, vous avez des exemples de personnes connues qui sont très très proches de leur maman, comme Ronaldo ou Elon Musk. Et c'est aussi via cette relation forte qu'ils ont pu trouver la motivation et la force. On peut comprendre qu'elles ont ce pouvoir sur eux en les encourageant beaucoup. On a même pu voir à l'hôpital la différence entre des personnes seules qui ne se battent plus pour en sortir par rapport à des personnes qui reçoivent des visites qui sont très soutenues et qui arrivent plus facilement à sortir de la maladie. On peut dire qu'il existe une contagion de la négativité et de l'optimisme aussi. D'ailleurs, Facebook a fait une expérience sur un groupe de personnes. Ils ont manipulé le flux d'informations sur ce groupe de personnes, alors environ plus de 80 000 personnes, ça a été fait, pour y passer que des infos négatives. Ils ont regardé si ces personnes publiaient plus d'informations négatives et surprise, eh bien oui, ils en ont posté bien plus. C'est une contagion émotionnelle. Imaginez l'effet dans la vie réelle, plus d'accidents ou plus d'agressions, on ne peut pas le dire. Pas besoin d'imaginer si vous avez subi une relation toxique. Vous avez connu ce climat négatif, ambiant, incessant, qui vous plonge vous-même dans un pessimisme perpétuel. On sait d'expérience des techniques inverses qui motivent les gens et qui sont donc contagieuses en termes positifs.
C'est une autre clé de sortie d'emprise toxique, célébrer des victoires personnelles au quotidien, être soutenu par des personnes qui réaliseront avec vous ces victoires et instaurer un système de récompense pour vous inciter à des pensées et actions positives pour vous. Et surtout, sortir de cette ambiance au quotidien, choisir un environnement sain et positif. Le problème, c'est que nous sommes accros aux mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que la peur et le stress déclenchent une libération de plusieurs hormones telles que l'adrénaline et le cortisol. On est donc moins attiré par ces bonnes nouvelles. En fait, clairement, physiquement, on devient même addict en fait à ces hormones. Alors, est-ce que vous voyez le paradoxe? On court après le bonheur toute notre vie, alors qu'en même temps, on recherche la peur et le stress. Voici l'expérience des rats de Weiss. Ensuite, l'expérience des rats de Weiss, alors là, on va davantage dans l'impuissance apprise telle qu'on la connaît, c'est-à-dire que on met des rats dans des cages, ils prennent une décharge électrique, mais il y en a un qui peut l'enlever si jamais il fait tourner la roue. Donc ça ressemble à ça, il a une roue en face de lui. S'il fait tourner la roue, il se prendra pas une décharge électrique. Celui d'à côté, par contre, la décharge électrique s'arrêtera à cause du premier. Il est connecté à la cage du premier, c'est-à-dire que celui d'à côté, il n'est pas maître de ce qui lui arrive. Et il va vite s'en rendre compte. Qui bouge la roue ou qui bouge pas la roue, c'est l'autre rat qui décide. Ce qu'il ne sait pas, évidemment, les deux cages ne sont pas visibles l'une à l'autre. Donc ça veut dire que le rat 2, lui, il est stressé et il n'a pas contrôle sur son stresseur. Et le rat 3, c'est le témoin qui mesure juste le stress, si vous voulez, d'être dans une cage. Il faut quand même le mesurer, celui-là, pour être sûr qu'on a bien fait. Parce que pour un rat, être dans une cage comme ça, c'est stressant de base. Donc, et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mesurent, et c'est une mesure très précise, hein, ils mesurent les ulcères à l'estomac du rat. Donc ils regardent à quel point le rat est ulcéré. Et ils voient que, évidemment, en jaune, c'est le rat qui n'a pas de choc électrique. OK. Donc on va regarder d'abord sur le fait de pouvoir contrôler la décharge électrique. En jaune, le rat qui a pas de décharge électrique, il a un petit niveau d'ulcération. Donc ce que vous voyez sur l'axe des Y, c'est en millimètres les lésions gastriques. Donc c'est vraiment une mesure. Et il est quand même un peu ulcéré parce qu'il est dans une cage. OK. Le rat qui peut contrôler le choc est 2 fois moins ulcéré que le rat qui ne peut pas le contrôler. OK. Alors que le rat qui peut pas le contrôler, il est choqué au même niveau. On est d'accord, il a le même nombre de décharges, hein. C'est pas la quantité d'électricité qui l'ulcère, c'est le fait de ne pas pouvoir contrôler ce qui lui arrive. Ça l'ulcère. Pareil donc, quand vous faites de la prévisibilité, cette fois, c'est pas la roue qui contrôle, mais c'est simplement vous avez une petite alerte et vous savez quand vous allez être électrocuté. Pareil, le rat qui sait est beaucoup moins ulcéré que le rat qui ne sait pas, qui se fait ça par surprise. Cette étude aussi est très intéressante. Dans notre contexte, ça se vérifie totalement. Si vous êtes ou avez été dans une relation toxique, vous avez forcément vécu ça. La personne toxique utilise comme technique de manipulation ce qu'on appelle le chaud et le froid, c'est-à-dire qu'elle va alterner les périodes d'agression et les périodes de calme, de gentillesse. Et vous ne savez pas quand le stress, ici dans l'expérience le choc électrique, va arriver ou vous tomber dessus. Vous vous retrouvez alors dans la situation du rat qui ne contrôle pas le choc électrique ou le signal, et donc votre stress est à son maximum tout le temps. Ce stress permanent vous fatigue psychologiquement, mais aussi physiquement. Votre corps va générer des troubles physiques, par exemple, comme des troubles du sommeil, de l'alimentation, des ulcères, des douleurs. On peut déjà se rendre compte, grâce à ces premières expériences, de comment les relations entre les personnes sont primordiales. Regardez cette autre expérience. Alors, on a un cas très concret, qui n'est pas un cas de recherche en neuropsychologie, mais qui vraiment mérite illustration. C'est le cas de Joe Cicipio versus Terry Anderson. Alors Joe Cicipio, qui c'est? C'est un Américain qui a été pris en otage au Liban pendant la crise des otages. Il a été pris en otage 5 ans. Donc 5 ans, essentiellement menotté à un radiateur avec, évidemment pas de clim et vous bougez pas, vous avez pas de promenade ni rien. Le seul moment où vous vous levez, c'est pour aller aux toilettes. OK? Il est sorti, 0 séquelles. Les psychologues qui l'ont étudié fait: «Mais ce mec, c'est un père de famille normal, on dirait qu'il vient d'emmener ses enfants à l'école. Il a aucune séquelle, le type». Qu'est-ce qu'il a fait? Alors déjà, il a complètement pardonné, c'est-à-dire il avait 0 aigreur vis-à-vis des personnes qui l'ont capturé. 0. Pas de haine, pas de violence. Si jamais il avait eu un flingue en main, il aurait même pas envisagé de leur tirer dessus.
Il est sorti, le type est déjà complètement libéré. Je suis sorti, très bien. J'ai pas perdu 5 ans de ma vie, c'est pas horrible, je suis pas traumatisé, non. Bon. Ensuite, il avait une routine où il s'imaginait tous les jours dans une ferme, en train de traire ses vaches. Et il visualisait ça vraiment d'une façon très précise. Dans une certaine mesure, comme c'était enseigné, vous savez, au commando, et cetera, pour ce qu'on appelle le SERE, Survival, Evasion, et cetera, l'évasion quand vous êtes pris en otage et que vous êtes un membre des forces spéciales. C'est aussi d'ailleurs, si vous avez connu Danny Trejo, un grand acteur. Danny Trejo, c'est un personnage remarquable, c'est Machete, mexicain qui joue Machete. Danny Trejo, il a failli être condamné à mort, il a eu une sorte de révélation divine, la grâce s'est abattue sur lui et le type son dossier a été classé, il est sorti, il n'a plus jamais touché à la drogue et il explique comment, quand il était en prison avec un cas particulier qui est monsieur Manson, de la Manson Family, il avait expliqué Manson aurait pu être thérapeute s'il n'avait pas été complètement fou. Parce qu'il était très bon en désaddiction par reproduction du geste. C'est-à-dire, Manson, en prison, était capable, et il a fait ça à Danny Trejo, de lui dire: visualise, tu es en train de te faire un fixe d'héroïne. Tu vois la cuillère, tu vois le briquet, tu es en train de tirer dedans, tu es en train de te mettre l'aiguille dans la veine, tu sens le high. Et du coup, il avait l'effet sans être piqué. Et ça, ce sont des méthodes de désaddiction, hein, qui sont moins utilisées aujourd'hui parce c'est un tour de main du pâtissier, c'est des méthodes qui sont difficiles à reproduire. Mais elles sont encore utilisées dans pas mal de pays. Et ben, en fait, ce qu'a fait Chichipio, c'était ça, mais pour une ferme. Donc imagine, tu vas traire Marguerite, tu vois le lait qui coule, tu vois le soleil qui se lève, tu entends le chant des oiseaux. Enfin, vraiment, le type se plongeait là-dedans. Et du coup, il a vécu 5 ans de captivité extrême, zéro stress. Son histoire incroyable nous montre comment la visualisation peut nous sauver de deux façons d'ailleurs. En premier lieu, ça lui a permis de tenir, de ne pas sombrer et se laisser mourir, telle l'expérience avec les chiens. Mais aussi de se sentir en bonne forme psychologique et physique en réduisant très fortement la dose de stress. Et là, on rejoint l'expérience de Weiss. Il en sort sans aucune séquelle, c'est-à-dire qu'il sort quand même de cette expérience de 5 ans sans aucun stress, sans aucune rancœur envers ses ravisseurs, contrairement à son codétenu qui ne s'en est pas du tout sorti aussi bien. On a bien ici la preuve que l'optimisme induit, appris, il est possible et réalisable. Il peut, selon notre volonté, prendre le dessus sur notre cerveau reptilien. Ainsi, dans notre expérience de relation toxique, visualiser un climat de paix, de sérénité, peut nous sauver des techniques de manipulation de cette personne. Premièrement, en préservant notre pouvoir de décision afin de poser nos limites. Et deuxièmement, en manifestant physiquement ce climat dans notre environnement avec une nouvelle réalité. En gros, le manipulateur n'a plus d'impact et fatalement finit par lâcher prise sur sa victime. On fait alors forcément le rapprochement avec ce grand maître hindouiste qui a introduit le yoga en Occident, fin du 19e siècle. Il a échangé aux États-Unis avec beaucoup de personnes, y compris William James, qui est un grand nom de la psychologie moderne. Et Vivekananda a dit: l'esprit n'est pas une poubelle dans laquelle vous gardez la colère, la haine et la jalousie. C'est une boîte à trésors dans laquelle vous devriez garder uniquement vos souvenirs les plus joyeux et les plus positifs. Ce qui est recommandé dans beaucoup de traditions orientales au moment de la mort, se concentrer sur les souvenirs les plus positifs de sa vie. C'est une sagesse populaire qui vient de l'hindouisme et du bouddhisme notamment, que vous retrouvez dans le soufisme aussi d'ailleurs, mais qui a percolé jusqu'à Harry Potter, l'histoire des détraqueurs, hein. Vous avez ces espèces de trucs, parce que J.K. Rowling était dépressive même sur le plan clinique. Et l'histoire des détraqueurs dans Harry Potter qui aspirent tous vos bons souvenirs et qui font que vous n'arrivez qu'à avoir des souvenirs négatifs, ça s'appelle la rumination en neuropsychologie. Et comment on chasse les détraqueurs dans Harry Potter? On invoque un patronus. Comment on invoque un patronus? En se concentrant sur le plus beau souvenir de sa vie. Une personne toxique prend toute la place chez vous, en commençant par vider votre tête de vos plus beaux souvenirs et de votre joie. Ça vous rappelle quelque chose? Sa technique, c'est vous dévaloriser, vous remettre en question toutes vos idées et initiatives, et donc cette personne inhibe votre joie et votre amour pour tout sauf elle, en vous obligeant de manière insidieuse à n'aimer que lui et sa philosophie, ou qu'elle, hein, vous ne laissez entrer dans votre tête que la haine et la jalousie qui deviendront la référence.
Alors, on peut comprendre le terme d'impuissance apprise. Une personne vous apprend par répétition et induction à penser de manière négative. Mais nous avons vu précédemment qu'en vérité, c'est la privation de tout qui déclenche la réaction du cerveau reptilien à ne pas faire d'efforts, car ça n'en vaut pas la peine. Dans ce cas, on peut plus facilement déculpabiliser et stopper net la pensée que la victime est faible et sans volonté, car c'est simplement un réflexe inné. Croire en les autres, c'est plutôt facile. Croire en soi-même, ça, c'est le vrai défi. Pour Alors, Vivekananda, très clairement, un des premiers péchés les plus fondamentaux, c'est de se croire faible. Et là, vraiment, il l'a répété des tonnes de fois. Il dit, voilà, ce que vous allez penser de vous, vous allez finir par le devenir. Si vous vous pensez faible, vous allez devenir faible. Si vous vous pensez fort, vous allez devenir fort. Croire en les autres, en fait, c'est plutôt simple. Regardez le nombre d'arnaques, fondamentalement, qu'il y a tous les jours. Ça prouve bien que c'est facile de croire en les autres. Croire en soi-même, c'est le vrai défi. alors, voyons maintenant comment déjouer tout ça grâce à l'optimisme appris. Voyez plutôt l'effet Bannister. Roger Bannister court le mile, voilà, merci, le mile en moins de 4 minutes, après la guerre. Tout le monde disait que c'était impossible. Voilà, que c'était vraiment pas possible de courir un mile en moins de 4 minutes. Les médecins, les scientifiques disaient: «Ce n'est pas possible» et il a dit lui-même, j'y croyais à tel point que c'est des figures d'autorité, c'est des médecins, ils sont en blouse blanche les mecs, on va quand même les écouter. Et bien il disait à tel point que quand j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai cru que j'étais mort. Je me suis dit vraiment, je me suis touché, je me suis pincé parce que j'ai cru que j'étais mort. J'avais couru le mile en moins de 4 minutes, j'étais donc forcément mort. Et donc l'effet Bannister, c'est quoi? C'est qu'à peine 46, jours plus tard, John Landy va courir le mile en moins de 4 minutes. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et attention, on ne parle pas de la génération d'Éthiopiens, d'Érythréens, qui s'entraînent en haute altitude, qui ont du sang comme de la pâte à crêpes, avec une hématocrite ultra élevée, et cetera. On n'était pas au max possible, quoi, mmh, et qui courent pieds nus. Parce que quand vous avez un tendon d'Achille, très renforcé, vous emmagasinez plus d'élasticité à chaque foulée et c'est pour ça que vous aviez des marathoniens qui avaient les pieds très musclés et qui pouvaient, courir, enfin qui avaient des meilleures performances en courant pieds nus. Donc on n'était pas du tout sur l'optimum d'endurance, pas du tout. Et on a un autre monsieur d'Occident qui s'appelle John Landy qui 46 jours plus tard le fait. Donc Idrisha pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est leur nutrition qui a changé? Est-ce que c'est leur entraînement qui a changé en 46 jours? Non, c'est le blocage intellectuel. Le premier suspect, c'est de se dire qu'il savait que c'était possible. À partir de là, ses performances ont augmenté. Il y a tout un tas d'expériences qui démontrent que c'est en effet comme ça que ça fonctionne. Donc, le 100 mètres en moins de 10 secondes, en tout cas, c'était une limite aussi, pareil, réputée infranchissable. 68, Jim Hines. Et ensuite, il a été répliqué dans le monde entier quelques mois plus tard. C'est ça qui est fou. Vraiment, on a, pouf, d'un coup, plein de gens, on le sait, que c'est possible. Donc, ça a été répliqué. Vous avez eu le marathon à moins de 2 heures aussi. Alors ça, c'est assez nouveau. Ça a été passé en 2019. C'est pas des conditions olympiques. Il y avait des conditions un peu différentes. Mais on a eu un impact, ça a eu un impact très significatif sur le marathon homologué. C'est-à-dire que les résultats des marathons officiels se sont améliorés peu de temps après que quelqu'un ait réussi à courir un marathon en moins de 2 heures. Dans votre situation aujourd'hui, soit d'emprise manipulatrice ou bien même dans votre situation de vie juste non désirée, vous pouvez vous persuader qu'un objectif est possible et donc l'obtenir, ou bien plus facilement, trouver les exemples d'autres personnes qui ont réussi auparavant, qui vous permettront d'avoir cette conviction et donc de réussir à obtenir exactement ce que vous voulez. Clairement, si les personnes en sont sorties, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour vous. Quand c'est une évidence pour vous, alors ça se réalisera à coup sûr. Le seul piège derrière, c'est l'action. Si vous agissez et ressentez comme si le résultat était déjà là, alors vous réussirez. Si vous agissez inconsciemment comme à votre habitude, que vous répétez les actions qui vous ont amené dans la situation actuelle et non pas désirée, alors vous entretiendrez votre situation non désirée. Regardez aussi cette expérience sur la conformité. Alors, un des sujets sur l'impuissance apprise, bien sûr, c'est la conformité. Et ça, la conformité, ça arrive chez tous les organismes sociaux. Le cas des macareux est assez intéressant. On avait essayé de rediriger leur migration. Et donc, pour rediriger leur migration, on avait planté des petits macareux en bois ou en polystyrène. Et les macareux moines sont très sociaux comme animaux. Et donc, quand on est un animal social, on cherche à être adéquat au groupe. Donc, à faire comme le groupe. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'allait pas s'amuser à mettre des macareux en plastique avec 2 pattes. Donc, on les a mis qu'avec une patte. Et du coup, les macareux qui sont arrivés se sont dit: «C'est normal, il faut faire ça». Et ils ont adopté le comportement de se tenir sur une seule patte. Voilà.
Donc, imaginez si ça marche sur un macareux qui a un cerveau tout de même un peu moins développé que le nôtre, même si chez certaines personnes, on peut légitimement se poser la question, ben, dites-vous bien que ça marche chez l'humain aussi, que la conformité, peut être transmise de cette manière. Cette expérience parle d'elle-même. Une des raisons principales qui fait que nous tombons dans un piège toxique, c'est cette loi de la conformité. La majorité des personnes que j'accompagne me disaient vouloir être en couple et fonder une famille. C'était leur souhait le plus cher. Une personne manipulatrice va détecter votre souhait le plus cher, vous le promettre de différentes manières et pour résumer, vous faire chanter avec ce souhait. En gros, si vous ne faites pas ce qu'il veut, il vous retirera ce rêve. Vous serez plus capable de le vivre, en tout cas, pour faire voilà, simple et schématique. Or, dans la majorité des cas, les victimes veulent autre chose dans la vie. Ce vœu le plus cher est aussi induit par la majorité. On a donc bien l'influence par la conformité. Alors, conformité familiale, sociale, etc. Alors, cette impuissance apprise, elle est bien prouvée chez l'humain. Regardez plutôt. Alors l'impuissance apprise, donc induite, là je mets le terme qui est plus exact. L'impuissance induite, elle a été confirmée chez l'humain. Moi je vous avais juste montré bien sûr les chiens, Seligman, quand on électrifie toute la cage et que le chien se rend compte qu'il ne peut pas s'échapper, il se prostre et il s'échappe pas même quand on ouvre sa cage. Bah, chez l'humain, on n'a pas utilisé des décharges électriques, on n'est pas des bêtes, on a utilisé des sons forts. Et en fait, quand vous agressez quelqu'un avec des sons forts, il va performer moins bien ensuite à un test. Et là, il y a tout un tas d'expériences qui ont été faites. Par exemple, vous demandez à la personne, de résoudre un test cognitif pour aller arrêter le son. Et là, vous voyez que quand il a été si jamais c'est quelqu'un qui a déjà été agressé par les sons, il performera moins bien à ce test cognitif des anagrammes, souvent. Trouver des anagrammes. Si vous avez trouvé un bon anagramme, le son s'arrête. Bah, si vous mettez quelqu'un qui n'a pas été agressé, il va performer correctement. Si vous mettez quelqu'un qui a été agressé par des sons forts, il va, moins performer à ces tests d'anagrammes. Donc l'exposition à un bruit incontrôlable, ça réduit carrément l'élan cognitif, c'est-à-dire que vous êtes moins enclin à même essayer de résoudre le problème. Donc l'exposition à un bruit incontrôlable réduit l'élan cognitif, c'est-à-dire la volonté d'essayer. Vous avez les capacités cognitives de résoudre le problème, mais votre cerveau vous dit: Ça sert à rien». Et l'exposition à des bruits aléatoires réduit les performances dans des tests. Bon, si vraiment, évidemment, vous demandez à quelqu'un de faire un test écrit, si vous lui balancez des bruits agressifs, il va être moins performant, mais pas à cause de son attention, de sa distraction, vraiment à cause d'un phénomène d'impuissance apprise. Voyez-vous comment certaines techniques manipulatrices que vous avez subies fonctionnent? Un harceleur ou une harceleuse vous induit en erreur et ou diminue votre capacité cognitive. Comment ça se passe pour vous? Il ou elle vous coupe tout le temps la parole? Vous interrompt dans chacune de vos activités? Vous envoie des messages incessants? Fait du bruit autour de vous à chaque instant? Partagez en commentaire les techniques que vous subissez ou que vous avez subies. Alors c'est bien pratique car si vous ne réfléchissez pas à comment sortir de cette situation, comment le ou la quitter, c'est tout bénef pour la personne qui vous manipule. Elle vous garde dans son piège, c'est tout. Voici l'effet Pygmalion. Un autre phénomène, c'est l'effet Pygmalion. Celui-là, il mérite vraiment qu'on s'y arrête parce que tout le monde devrait le connaître. Tout le monde devrait connaître l'effet Pygmalion. Il devrait être enseigné à tous les profs, il devrait faire partie du CAPES en France et de l'agrégation. Évidemment, il ne fait pas partie de l'agrégation. Alors, à l'agrégation, il n'y a pas de cours de pédagogie. Donc, comme ça, c'est réglé. Eh bien, en fait, Maria Montessori disait à ses élèves qui allaient devenir profs: abstenez-vous même de penser du mal de vos élèves, même d'en penser. C'est pas de la télépathie, hein, c'est votre langage corporel va le montrer. Vous serez les bras ballants: ah mon petit Kevin, qu'est-ce que tu veux, papa a été idiot en maths, donc toi tu le seras aussi. Non, il faut surtout pas faire ça. L'effet Pygmalion démontre que quand on pense d'avance qu'un candidat est bon, il le devient. Et alors, on a plein d'expériences de ça. Je vais vous donner les 3 plus importants. Rosenthal et Jacobson, c'est les premiers à le démontrer en 68. Enfin, à le démontrer en neuropsychologie. J'imagine que plein de profs le savaient avant. Mais eux l'ont démontré dans un setup expérimental. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à des profs: on a fait un groupe d'élèves au potentiel. C'est des génies, ces élèves. Franchement, on leur a fait passer un test. C'est des brutes épaisses, vous allez voir, c'est des dingues. Bon. Et il laisse ses élèves ensuite 1 an avec les profs face à une autre classe où ils n'ont rien dit. C'est la classe contrôle. Eh ben, ça rate pas. Au bout d'1 an, évidemment, les 2 classes ont progressé, mais la classe des élèves super géniaux TGV, elle a progressé très significativement plus que la classe des élèves normaux. Eh ben, Rosenthal et Jacobson vont voir les profs et leur disent: on a fait les groupes au pif.
Ils n'ont jamais passé de test. On a juste essayé de vous convaincre qu'ils étaient bons. On leur a dit, parce que vous, évidemment, les tests, ça vous parle, donc on vous a dit qu'ils ont passé des tests et qu'ils sont d'excellents test takers, mais en fait, non, on a fait ça au pif. Alors, il a fallu la répliquer, cette expérience. Donc, vous avez Rosenthal à nouveau et Fun. Alors, c'était avant ça. Ils disent à des étudiants, ils avaient testé chez les rats. Ils veulent vérifier que l'effet Pygmalion marche chez les rats. Donc, ils disent à des étudiants qui vont être laborantins, dans ce test-là, on a un petit groupe de rats. Franchement, ces rats-là, c'est du prix Nobel en puissance. Ils vont sortir du labyrinthe plus vite que les autres. Eh ben, en effet, et on est d'accord que les rats comprennent pas le langage humain. Eh ben, en effet, le fait que les expérimentateurs s'attendent à ce que ces rats soient plus intelligents et sortent du labyrinthe plus vite, fait que ces rats vont sortir des labyrinthes plus vite. Donc l'effet Pygmalion, il vaut même chez le rat, bien sûr, chez le chien, chez le chat, etc. Chez le dauphin, ce que vous voulez. Chez les perroquets, les corvidés. Mais Eden et Shani donc, ont fait une grande étude sur l'armée israélienne. Ils forment un groupe d'appelés au hasard dans l'armée israélienne avec tous les appelés qu'ils avaient. Et ils leur disent que cet appelé-là, c'est des génies. C'est les meilleurs et tout. Et là, pareil, ça rate pas. Ce groupe performe mieux alors que le groupe a été fait au pif. Et encore une fois, pourquoi l'armée? Parce que vous avez des très gros échantillons là, et vous pouvez les suivre sur 2 ans. Donc avec là, on parle de peut-être, je sais pas moi, 2000, 3000 personnes. Je me rappelle plus du nombre qui a été testé, mais c'est dans ces eaux-là pour être sûr que ça marche à grande échelle et ça rate pas. Si vous dites à l'examinateur que le type est un génie, eh ben, il va partir du principe que c'est un génie, même s'il le suit pendant 1 an, 2 ans. Au vu de ces études, il serait dommage de ne pas se servir de l'effet Pygmalion afin de déprogrammer un mental manipulé pour l'aider à se reprogrammer vers un but bien plus lumineux. Vous l'avez compris, c'est un des outils que j'utilise dans l'accompagnement que je propose aux victimes de relations amoureuses toxiques. Regardez aussi cet exemple d'impuissance induite chez l'humain. Alors Charis Nixon, elle a vraiment popularisé l'impuissance apprise en montrant que ça pouvait aller super vite, mais vraiment super vite. L'expérience qu'elle a popularisée au monde, c'est celle-ci. Elle donne à ses élèves des anagrammes. La plupart des élèves de la classe ont les anagrammes de gauche à faire. D'accord? Et elle demande aux élèves, donc ils reçoivent une copie avec marqué ces anagrammes, trouvez les anagrammes à ces mots. Quand vous avez trouvé, levez la main. OK? Et donc les élèves sont comme ça, mais il y a 3 élèves dans la classe qui n'ont pas cette copie, qui ont celle-là. Alors là, vous pouvez chercher tout ce que vous voulez, il n'y a pas d'anagramme à Whirlpool et à Leprechaun en anglais, OK? Mais juste pour être sûr, et c'est pas votre langue natale, hein. Bon, c'est quoi bat? Tab, OK. Melon, lemon, cinérama, OK, américain. Vous aviez déjà vu mes confs? Ouais. Bon, mais sinon, en moyenne, même pour un non natif, ça prend 30 secondes, quoi. Mais encore une fois, dans une salle, il y a des gens qui vont même pas essayer. Pourquoi? Parce qu'ils disent: «Ça sert à rien, qu'est-ce que je m'en fous? Il y a bien un type dans la salle qui va le trouver». Ça veut pas dire que vous êtes bête. Je partirai pas du principe qu'un type est bête parce qu'il a même pas essayé de faire cette analyse. Dire: Quel est l'intérêt?» C'est normal, vous voyez? Le problème, c'est qu'à l'école, vous avez des élèves qui sont comme ça et on les diagnostique idiots. Ça, c'est un souci. Donc, bah, les élèves, ils ont ça. Donc en 20 secondes, parce qu'eux, ils sont natifs américains, Cinérama américaine, ça saute aux yeux, boum, ils lèvent la main. Et les 3 pauvres élèves qui ont ça comme copie, ah mais ils sont vraiment en PLS là aussi. Parce qu'ils se disent: «Mais c'est pas possible, je suis con, enfin je mérite pas d'être dans cette classe. Je suis entouré de gens significativement plus intelligents que moi». Là, vous avez une douleur physique, vraiment. C'est: «Je ne suis pas adéquate», d'accord? «Je ne mérite pas d'être dans cette salle». Vous voyez? C'est sale, hein, ça fait très, très mal, hein. Et évidemment, ça rate pas, il rate celui-là. C'est ça l'impuissance apprise. C'est que celui-là, il est faisable, mais vous avez 2 conditions. Une où vous prenez de l'élan. Vous remarquez que celui-là est très simple, un peu plus compliqué, un peu plus compliqué. Vous avez de l'élan, OK? Celui-là, d'entrée de jeu, vous prenez un mur. Voyons d'autres, parce qu'en fait, Charis Nixon, quand elle a fait ça, elle s'appuyait sur des expériences plus anciennes, mais elle les a popularisées de cette manière, parce que là, vous comprenez comment on peut induire l'impuissance apprise en 15 minutes dans une salle. Comment on peut convaincre un élève qu'il est con en 15 minutes. Comment son cerveau peut lui dire: «Tu ne peux pas faire ça», alors qu'en fait, cognitivement, il le peut. Il a complètement les capacités cognitives pour le faire. Alors les premiers à l'avoir découvert dans le monde occidental, c'était Dweck et Repucci en 73. Quand on donne des examens impossibles à des élèves, eh ben, les élèves échouent à des examens de leur niveau. Si avant de donner un examen de leur niveau à des élèves, vous leur donnez un truc impossible, ils vont foirer parce que leur cerveau va leur dire: «N'essaye même pas».
Donc lui, pareil, il montre que quand on conditionne les élèves sur un plus grand nombre d'élèves et avec une plus grande durée, quand on conditionne les élèves sur des examens impossibles, eh ben, c'est comme s'ils devenaient bêtes. Mais en fait, ils sont pas bêtes. C'est juste leur cerveau reptilien qui leur dit ça sert à rien. Ça sert à rien. Je ne dépense pas ton énergie là-dedans. Ça sert à rien. Mais ils sont pas cognitivement bêtes. Alors, quelle leçon peut-on en tirer? Eh bien, simplement qu'avancer étape par étape, du plus facile au plus difficile, permettra à coup sûr de réussir à atteindre nos objectifs. En faisant tout pour éviter que notre cerveau se dise c'est même pas la peine d'essayer, vous pourrez facilement faire grandir la confiance en vous et l'amour-propre indispensable au retour à une vie normale et heureuse. Autre expérience, regardez sur le principe d'encourager. Le principe d'encourager sa descendance, bah, il doit exister chez d'autres animaux. Et en fait, les gardiens de zoo observent souvent que les lions encouragent leurs lionceaux à les mordre et crient très fort quand les lionceaux les mordent. Dire: «Ah, tu es un grand chasseur, mon fils», et cetera. Et ça a été confirmé. Donc ça a pas mal tourné sur internet, mais c'est confirmé. Alors c'est le Smithsonian le Smithsonian National Zoo nous le confirme, le College of Biological Science de l'université du Minnesota, puis tout un tas de gardiens de zoo, le savent qu'en effet, c'est un comportement assez classique pour encourager le petit lionceau à faire ses premiers pas, dans un univers où il va être apex predator, où il sera au sommet de la chaîne alimentaire. Cette histoire nous montre qu'être encouragé nous donne des ailes, confiance en nous. Ça peut nous paraître logique, sauf qu'en regardant de plus près, on s'aperçoit que très souvent, nos éducateurs nous poussaient en avant, vers le danger et vers les nouvelles expériences, pour nous forcer, pour nous forger. Or, on voit bien et on comprend bien ici que l'encouragement efficace se situe dans le cadre rassurant des parents qui miment la scène. Dans quel cadre avez-vous grandi? Comprenez-vous mieux ce manque de confiance en vous de départ? Donnez-moi votre avis aussi en commentaire à ce sujet. Et à l'inverse, l'optimisme appris, écoutez-le. Il y a des paradigmes qui sont opposés. On appelle ça l'auto-efficacité ou l'optimisme appris. Donc il y a ce bouquin de Seligman, L'optimisme appris, qui est le bouquin de référence, où là, il vous parlera de tous les tests qu'il a fait, et cetera, et c'est vraiment le fondateur du paradigme de l'impuissance apprise. Donc le bouquin, je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais ça, c'est le bouquin de référence sur la question de l'optimisme appris. Donc en 77 déjà, Bandura, qui est à Stanford, c'est un immense, psychologue. Il montre déjà que si vous arrivez à convaincre un patient qu'il peut contrôler sa phobie, des araignées, des chiens, des serpents, eh ben, il va avoir de meilleurs résultats pour de vrai, pour contrôler sa phobie. Alors ça semble évident, vite, attendez, si tu dis à ton patient: «Tu peux le faire, il va être meilleur». Bah oui, mais en science, il faut tester. Et ben là, le résultat est sans appel. Quand Bandura convainc ses patients qui peuvent contrôler sa phobie en faisant des exercices en disant: «Tu vois, ça marche, tu vois, là, tu t'en es mieux sorti. Tu vois, là, quand je t'ai mis l'araignée en peluche ou j'en sais rien, tu as mieux réagi, donc tu es en train de prendre le contrôle sur ta phobie». Et ben, en effet, les sujets qui ont vécu ce conditionnement préalable ont de bien meilleurs résultats sur le contrôle de leur phobie. Il appelle ça l'auto-efficacité. L'auto-efficacité. Et d'ailleurs, il démontrera plus tard, dans une autre expérience, pas en 77, que l'auto-efficacité est associée à de meilleures décisions d'entreprise. Ça paraît bizarre, attention, ça ne veut pas dire que le manager sale con, arrogant, et cetera. Non, mais quand vous avez, c'est-à-dire souvent, quand vous êtes un sale con arrogant, c'est plutôt par complexe d'infériorité, hein. Je caricature, mais souvent, c'est pas de l'auto-efficacité. C'est pas une conscience précise de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Dweck en 71, les étudiants, quand vous les félicitez pour leurs efforts plutôt que pour leur identité innée, c'est-à-dire vous leur dites pas que tu es né intelligent. Si vous félicitez les étudiants, pas pour leur QI, mais pour leurs efforts, ils vont mieux performer. Et ils vont devenir plus résilients, plus persistants et plus performants. C'est ce que Dweck a appelé l'état d'esprit de croissance, le growth mindset, l'état d'esprit de croissance. C'est-à-dire que ça donne de meilleurs résultats si vous dites aux étudiants qu'ils ont travaillé. Pourquoi? Parce que ils comprennent que c'est quelque chose sur lequel ils ont un recours, comme les rats dans la cage. Quand ils se rendent compte, vous avez vu, les rats étaient moins ulcérés quand ils se rendent compte qu'en faisant bouger la roue, ils n'auront pas de décharge électrique. Quand ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir un impact sur leur environnement, que ça dépend d'eux, parce que si c'est l'intelligence innée, c'est inné, ça ne dépend pas de vous. Si c'est inné, l'étudiant, ça ne va pas le motiver. Mais si c'est acquis, ça va le motiver. On a eu d'autres cas aussi, on a démontré que les pensionnaires d'EHPAD, les pensionnaires de maisons de retraite, leur pension est beaucoup plus agréable et leur santé est bien meilleure
à la hauteur des éléments de leur environnement qu'ils peuvent contrôler. Donc si vous créez dans une maison de retraite des situations où il y a des choses que le pensionnaire ou la pensionnaire peut contrôler, arroser des plantes, aider quelqu'un, et cetera, vous avez une augmentation du bien-être des pensionnaires. Et ça, c'est toujours pas enseigné, dans les gestions d'EHPAD en France, et cetera. C'est une étude qui date des années 70 aussi. Je crois que c'est Dweck d'ailleurs, il faudrait vérifier, mais c'est une étude complètement connue et elle est toujours pas enseignée aujourd'hui dans les systèmes de maisons de retraite, alors que les populations vieillissent, donc on en aura de plus en plus et donc c'est des études qu'on devrait diffuser. Seligman, donc en 91, c'est là qu'il crée vraiment le paradigme de l'optimisme appris, montre que entraîner des sujets à analyser leurs échecs en disant que vraiment en voyant leurs échecs comme des choses précis, donc limitées, spécifiques et surtout temporaires, mais jamais personnelles. Pas j'ai échoué à cause de mon trauma avec mon père, pas j'ai échoué parce que j'ai peur des chiens ou j'ai échoué parce que j'ai peur des maths. Mais non, c'était un cas spécifique. Tu as échoué sur ce problème d'une fonction ou d'une équation du second degré. C'est un truc précis et c'était à une heure précise. Et Seligman se rend compte que quand il dit aux gens, quand il entraîne les gens qui échouent, qui ont des échecs, tout le monde a des échecs, quand il entraîne les gens qui ont des échecs à décrire leurs échecs comme précis, spécifiques et temporaires, alors ils ont de meilleures performances. Et il appelle ça l'attributional style training. Et les élèves ou les sujets qui ont ça comme entraînement sont plus persévérants, résilients et heureux. Heureux en général. Vous avez donc ici les études qui vous prouvent l'efficacité de techniques de développement personnel et même de coaching. Parce que qu'est-ce qu'un coach finalement? C'est un entraîneur. Il vous entraîne vers l'objectif, une performance sportive, un objectif personnel que vous voulez atteindre. Comment le fait-il? En insistant sur vos qualités, vos progrès, plutôt que sur vos défauts. Il analyse vos échecs pour vous aider à en apprendre les leçons. En bref, un bon coach, entraîneur ou leader, éducateur même, se servira de ces techniques pour obtenir de bons résultats. S'il ne le fait pas, il se place à ce poste simplement par ego et complexe d'infériorité ou par obligation. Ils font souvent de leur mieux, mais n'ont évidemment pas ce genre de résultats. La puissance apprise, c'est que ton cerveau reptilien peut te mettre dans tes situations, mais que tu as toutes les armes de ton côté parce que tu as ton néocortex et surtout, il est amplement démontré en psycho, que ce soit l'expérience de conformité de H ou d'autres, quand les sujets savent que cette expérience existe, ils exhibent moins le phénomène. Ils sont moins sensibles à l'effet. Quand vous avez des gens qui savent déjà, qui ont une culture psychologique, ils sont moins sensibles à ces biais, c'est démontré dans tous les sens. C'est bien pour ça qu'Idriss Shah disait ce que j'aimerais voir dans le monde, ce serait que tout le monde ait cette comment dire, culture générale de la psychologie. Ça libérerait les gens de leur chaîne et de leur biais cognitifs. Maintenant que vous êtes averti, vous serez donc beaucoup moins enclin à vous laisser manipuler. Mieux, vous savez que vous avez des solutions efficaces et disponibles. Je vous laisse méditer sur ces sujets, me donner vos impressions et questions en commentaire, juste après vous être abonné, bien sûr. Une dernière chose, vous avez très certainement reconnu la voix d'Idriss Aberkan. Cette personne a de nombreux doctorats, notamment un doctorat en neurosciences. Il est auteur et conférencier et il vous expose toutes ses expériences dans une conférence dont je vous mets le lien juste en dessous en description. Il nomme cela l'optimisme appris. Surtout, regardez cette conférence entièrement et partagez-la. Merci d'avoir suivi cette vidéo et merci pour tous les pouces que vous aurez mis et abonnez-vous pour d'autres sujets passionnants.